Comment est-ce qu'on peut concilier la lutte contre des crimes gravissimes avec le respect de la souveraineté d'une nation? C'est exactement le dilemme explosif que pose l'opération Caracas. On va décortiquer ensemble comment une seule nuit d'action militaire a pu faire trembler les fondations du droit international en opposant de manière frontale la justice et la souveraineté. Tout commence avec un nom de code qui, il faut le dire, annonce la couleur. Absolute Resolve, résolution absolue. L'objectif, sur le papier, est simple, mais dans les faits, il est sans précédent. Entrer dans l'espace aérien d'un pays souverain pour y capturer son chef d'État. C'est une ligne rouge que très peu de nations oseraient franchir. On est donc le 3 janvier 2026. Pendant que Caracas dort encore, le ciel de la capitale vénézuélienne est sur le point de devenir le théâtre d'une opération militaire d'une audace absolument inédite à l'ère moderne. Cette chronologie, elle révèle une opération d'une précision vraiment foudroyante. En moins de 5 heures, une cyberattaque paralyse la ville, des frappes aériennes neutralisent les défenses et les forces spéciales attrapent leurs cibles. Et c'est justement cette efficacité quasi chirurgicale qui va immédiatement poser un énorme problème sur le plan juridique. Et attention, on ne parle pas d'une petite incursion, Plus de 150 avions ont été impliqués. C'est colossal. Une échelle pareille contredit complètement la version officielle de Washington qui parlait d'une simple opération de maintien de l'ordre. C'est un point absolument crucial, parce qu'en droit international, la différence entre une action de police et un acte de guerre, c'est un véritable gouffre. Cet événement nous plonge au cœur d'un choc frontal entre deux univers juridiques qui semblent s'exclure mutuellement. D'un côté, on a la loi d'un pays, de l'autre, la loi entre les pays. Alors comment est-ce que le même acte peut être à la fois vu comme une arrestation légitime et une agression totalement illégale? Le conflit, il se résume à cette fracture. Pour les États-Unis, c'était l'arrestation d'un criminel, une affaire de droit pénal interne, point final. Pour une grande partie du monde, c'est une invasion, une violation flagrante des règles qui régissent les relations entre les États. D'un côté la justice, de l'autre la souveraineté. Pour justifier une action aussi radicale, Washington a dû sortir l'artillerie lourde sur le plan juridique. Ils se sont appuyés sur des doctrines internes et des précédents historiques bien précis. Allez, on décortique cette justification. La justification américaine, elle repose sur des accusations criminelles très très graves. L'acte d'accusation de New York dépeint Maduro non pas comme un chef d'État, mais plutôt comme le parrain d'une organisation criminelle, le Cartel des Soleils. En qualifiant ça d'action policière, les États-Unis essayent en fait de soustraire toute l'opération au droit international de la guerre. Le premier pilier de leur argumentation, c'est la doctrine Kerr-Frisbee. C'est un concept juridique propre aux États-Unis et assez radical. En gros, ça dit que peu importe comment un accusé arrive au tribunal, que ce soit par extradition légale ou par enlèvement, tant qu'il est physiquement là, le procès peut avoir lieu. C'est un peu la version juridique de « la fin justifie les moyens ». Et ce principe a été gravé dans le marbre en 1992 avec l'affaire Alvarez-Machin. La Cour suprême a tranché, même si l'enlèvement viole un traité international, ça ne retire pas au tribunal sa compétence pour juger. Pour le droit américain, en clair, le crime de l'accusé pèse plus lourd que le crime commis pour le capturer. L'administration américaine a clairement cherché à rejouer le coup de la capture de Manuel Noriega au Panama en 1989. Mais la comparaison, elle a ses limites, et des limites très sérieuses. Contrairement à Noriega, que Washington n'a jamais reconnu, Maduro a été le chef d'État légitime aux yeux des États-Unis pendant des années. Et surtout, l'invasion du Panama suivait une déclaration d'état de guerre du régime panaméen. Ici, il n'y avait absolument aucune agression préalable du Venezuela. Ça change tout. Bon, voilà pour la vision purement américaine. Mais cette vision se heurte à un mur, le droit international. Et de ce côté-ci du miroir juridique, les principes et les conclusions sont radicalement opposés. Voici la pierre angulaire de l'ordre mondial depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'article 2, paragraphe 4 de la Charte de l'ONU. C'est une interdiction quasi absolue de l'usage unilatéral de la force. Cette règle a été créée précisément pour empêcher les États les plus puissants d'imposer leur volonté par les armes. Les seules exceptions, la légitime défense ou une autorisation du Conseil de sécurité. Aucune de ces conditions n'était remplie. Ce principe d'égalité souveraine, c'est le fondement de tout le système. Ça veut dire qu'en droit, le Venezuela et les États-Unis sont des égaux. Une nation ne peut pas juste débarquer chez sa voisine, même si elle la juge criminelle, pour y faire régner sa propre loi. Ce serait le début de l'anarchie mondiale, la loi de la jungle. Cette déclaration de la présidente de l'Assemblée générale de l'ONU va droit au but. L'opération de Caracas nous oblige à choisir. Est-ce qu'on vit dans un monde régi par des règles communes qui protègent tout le monde, ou dans un monde où la puissance militaire donne le droit de décider qui est juge et qui est hors la loi? On se retrouve donc face à un dilemme quasi insoluble. Est-ce qu'il faut laisser des crimes impunis au nom de la souveraineté, ou est-ce qu'il faut violer cette souveraineté qui est censée protéger tous les États pour obtenir la justice? Il n'y a vraiment pas de réponse facile à ça. Pour bien comprendre ce dilemme, c'est crucial de se rappeler pourquoi la communauté internationale voulait que Maduro rende des comptes. Les rapports de l'ONU sont accablants. On ne parle pas que de trafic de drogue, mais bien de crimes contre l'humanité à grande échelle contre son propre peuple, ce qui a provoqué une des pires crises de réfugiés au monde.
L'inaction avait elle aussi un coût humain absolument terrible. Alors, on pourrait se demander pourquoi ne pas avoir laissé la justice internationale suivre son cours. La réponse tient en un mot, la lenteur. La Cour pénale internationale enquêtait bien depuis des années, mais en janvier 2026, toujours aucun mandat d'arrêt. Pour les partisans de l'intervention, cette lenteur était insupportable, elle équivalait à l'impunité, et ça a créé une frustration qui a poussé à chercher une solution plus directe. Quelles que soient les justifications, cette opération crée un précédent. Et un précédent, c'est comme une porte qu'on ouvre pour tout le monde. Alors analysons un peu les conséquences de cette décision sur l'échiquier mondial. Loin de faire l'unanimité, la réaction en Amérique latine a révélé des fractures très profondes. D'un côté, on a des poids lourds comme le Brésil et le Mexique qui ont crié à la violation de la souveraineté, de l'autre, des gouvernements alliés de Washington comme l'Argentine qui ont applaudi. C'est le reflet de décennies de divisions idéologiques et d'une histoire très complexe avec le grand voisin du Nord. Cette citation, elle soulève ce qu'on appelle le problème de la réciprocité. Si les États-Unis s'arrogent le droit d'enlever des dirigeants étrangers, qu'est-ce qui empêche d'autres grandes puissances de faire exactement la même chose? C'est un argument qui met en garde contre l'érosion des normes qui, au final, protège tout le monde, y compris les Américains. C'est un peu ouvrir la boîte de Pandore. Et puis, il y a le coût humain, brutal. Environ 80 personnes tuées pour capturer un seul couple. Ce chiffre y pose une question morale fondamentale sur la proportionnalité de l'action, et il rend la qualification d'opération de police quand même très difficile à soutenir. Finalement, l'opération Caracas nous laisse avec cette question fondamentale. Lorsque la justice internationale est trop lente et que les crimes sont trop graves, est-ce que l'usage unilatéral de la force devient une option légitime? Ou bien est-ce que l'interdiction de la force est un principe absolu qui doit être préservé à tout prix pour éviter le chaos? La réponse, quelle qu'elle soit, façonnera l'avenir de l'ordre mondial.